Madame, Monsieur, bonsoir. En Côte d'Ivoire, le phénomène des effondrements d'immeubles persiste en raison de la violation constante des normes de construction et d'urbanisme malgré les mesures prises par le gouvernement. Pertes en vie humaine, dégâts matériels, une seule question s'impose, à qui la faute? Pour tenter d'y répondre, je reçois ce soir M. Messou Augustin, directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bonsoir. Bonsoir, Madame Didier. Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Didier. Monsieur Souleymane Koulibaly, président de la Chambre nationale des ingénieurs conseils de Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, madame. Et monsieur Isiaka Diaby, défenseur des droits de l'homme, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Monsieur Edmond Kwasi, directeur de l'information, du partenariat et des études prospectives à Codinorm, nous rejoindra donc dans la deuxième partie du débat pour évoquer la qualité des matériaux disponibles sur le territoire ivoirien et représente donc le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de suivre cet état des lieux en ce qui concerne les effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire et c'est signé Sédou Ouattara. La récurrence des effondrements d'immeubles à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire avec parfois des pertes en vies humaines, fait débat dans le corps social. Comment expliquer ces effondrements à répétition? Piqûre de rappel. En octobre 2020, un immeuble de 4 étages en construction à la cité verte de Yopougon s'effondre. Bilan, 3 décès, dont un bébé. Le 2 novembre 2020, un autre immeuble s'écroule à Bobo-Baoulé Extension dans la commune d'Abobo. Au moins 3 morts et plusieurs blessés enregistrés. Le 1er mars 2021, toujours à Bobo, 14e arrondissement de la police, un bâtiment en étage cède, faisant 3 blessés. Le 13 mars de la même année, un immeuble de niveau R+4 en construction à la Riviera Anono s'affaisse. Le constat est sans appel. 19 victimes, dont 7 morts et 12 blessés. La veille, c'est-à-dire le 12 mars 2021, aux environs de 12 heures, c'est la façade d'un immeuble habité à la Riviera Bonoumen qui se détache. Conséquence, de nombreux dégâts matériels constatés. Le mercredi 13 juin, aux environs de 12 heures, un bâtiment de 3 étages en construction perd ses appuis pendant que les ouvriers sont en pleine activité. 6 personnes parmi eux perdent la vie et une douzaine de manœuvres sauvées et évacuées d'urgence au CHR de Yamoussoukro. Le gouvernement monte au créneau. Le ministère de la Construction brandit à nouveau la chicotte. 11 mois après, le 27 février 2022, un immeuble s'incline en pleine nuit. Le ministère Bruno Nabagné-Koné réitère la détermination du gouvernement à sécuriser le cadre bâti sur l'ensemble du pays. Il demande que chaque construction en milieu urbain fasse l'objet d'une supervision par des professionnels du secteur. Un appel sans effet. Le vendredi 30 juin 2023, aux environs de 11 heures, un immeuble de 6 étages à Cocody Rivera Palmeraie perd sa fondation. Un drame de trop. C'est le 4e de cette année 2023. Ces drames viennent rappeler un phénomène récurrent qui décidément ne cesse de hanter une capitale vitrine de l'essor économique de ces dernières décennies. Une ville qui connaît sans doute un boom immobilier sans précédent. Monsieur Messou, pouvez-vous nous confirmer le nombre d'immeubles qui sont effondrés déjà depuis le début de l'année? Vous pourrez corroborer les chiffres qui ont été divulgués dans ce reportage et puis peut-être remonter plus loin dans le temps. Merci Madame Didier. En termes de nombre de bâtiments effondrés, on peut relever qu'en 2019, il y a eu 3 effondrements. En 2020, où il y a eu plus, c'est 11 effondrements. En 2021, il y a eu 2 effondrements. En 2022, 3 effondrements. Et là, nous sommes en 2023, on enregistre déjà 5 effondrements. Toujours à Abidjan ou à l'intérieur du pays aussi? Un seul à Yamoussoukro et le reste dans le district d'Abidjan. Et ce qui s'explique par le fait que c'est au niveau du district d'Abidjan qu'il y a un maximum, il y a plus de construction.
Monsieur Diaby, quels sont les derniers chiffres dont vous disposez en ce qui concerne les victimes? Selon nos estimations chiffrées depuis l'incident survenu à Yamoussoukro en 2018, nous estimons à 73 incidents liés aux effondrements du bâtiment qui ont fait 122 personnes tuées et 150 blessées et des dégâts collatéraux assez importants liés aux matériels qui ont été détruits. Rappelez-nous le nombre de morts. Le nombre de morts, nous sommes à 122 selon nos estimations. Donc 122 personnes décédées. Tuées depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. On va revenir longuement sur ces aspects. Monsieur Koulibaly, lorsqu'un immeuble s'effondre, est-ce que, de manière systématique, les matériaux utilisés sont en cause? Merci, madame. Je dirais qu'il n'y a pas que les matériaux. Avant même d'arriver aux matériaux, il faut connaître le sol sur lequel on bâtit l'immeuble. Donc, il y a des essais qui sont nécessaires, savoir quel type de fondation on va faire, parce que là, déjà, si on se trompe, il y a des risques d'effondrement. Ensuite, pour revenir sur les matériaux, il faut dire que les matériaux doivent avoir une certaine qualité selon les normes. Et si cela n'est pas fait, il peut y avoir des difficultés après la construction de l'immeuble. Il y a aussi les études. Quand c'est mal fait, on peut avoir des problèmes. Et puis, il y a le suivi et contrôle des travaux, qui est très important. Et si ça, ce n'est pas fait aussi, il peut y avoir des problèmes. Je parle de suivi et contrôle parce que chaque élément sur un chantier doit être contrôlé, toujours selon des normes qui sont déjà définies. Donc, il n'y a pas que les matériaux pris de façon isolée, c'est tout un ensemble qu'il faut contrôler à un moment donné pour avoir des bâtiments qui résistent. Justement, Monsieur Hamon, vous représentez donc la profession des architectes. Est-ce qu'une construction ayant bénéficié de l'accompagnement d'un professionnel de l'architecture peut-elle s'effondrer, cette construction? Non, lorsqu'un professionnel ou lorsque l'ensemble des corps professionnels interviennent dans le cadre de réalisation d'un bâtiment, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont pris en compte. Chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire sur un chantier, les limites des responsabilités et comment s'étalent ces différentes réalisations. Donc, à partir du volet conceptuel qui est mené par les architectes jusqu'à la réalisation, il y a toute une chaîne d'intervenants qui permettent de pouvoir, à chacune de ces étapes, déterminer les responsabilités éventuelles si on arrive à un sinistre. Sinon, si tout le monde travaille en parfaite harmonie, dans le respect des règles, des normes qui sont édictées, eh bien, les risques d'effondrement sont quasi nuls. On ne peut pas écarter la réalité. Il y a effectivement une possibilité qui est effondrement, mais cela est quasi faible, sinon quasi nul. Et vous pouvez vous rendre compte que dans l'énumération des effondrements d'immeubles tels qu'on a pu les constater ces dernières années sur la ville d'Abidjan ou à Yamoussoukro, eh bien, les architectes n'intervenaient quasiment pas. On va en parler aussi tout à l'heure. Est-ce que le phénomène des effondrements d'immeubles s'est accru ces dernières années? Parce que vous nous disiez à un moment, il y avait un chiffre qui était plus élevé. En 2020, on a eu 11 effondrements et après, il y a eu une baisse. Et donc, c'est depuis 2018 qu'on assiste à cet accroissement? Non, en 2019, il y a eu 3 effondrements et puis en 2020, il y a eu 11. Et après, il y a eu 2, 3, donc il y a eu une baisse. Mais l'idée, pour ne pas dire que l'objectif, c'est d'arriver à 0 effondrement. Là, si vous voulez, je peux expliquer un peu rapidement. Voilà. Il faut dire que, Mme Didier, la matière construction est encadrée. Encadrée par des tests. Il y a une réglementation à vigueur pour ce qui concerne la construction du bâtiment. Et donc, il faut dire qu'il y a le code de la construction de l'habitat, il y a la loi sur la profession d'architecte, il y a le décret relatif au permis de construire et il y a le décret qui a modifié le décret de création du guichet unique du permis de construire pour mettre en place la cellule de contrôle des constructions. Donc là, il y a 2 choses. Quand on veut construire, la loi fait obligation de disposer d'abord d'un permis de construire. Le permis de construire permet
à l'administration de, n'est-ce pas, de vérifier, de contrôler la mise en valeur des terrains urbains pour garantir la qualité du bâti, pour qu'il y ait le confort au niveau de l'urbain. Ça, c'est une chose. L'autre pan qui est non moins important, c'est le recours systématique aux professionnels qualifiés pour construire. La loi fait obligation à tout maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, de faire recours aux professionnels pour construire. Parce que l'acte de bâtir n'est pas un acte banal. Et donc, il faut faire recours aux professionnels. Donc là, déjà, sur la base de cette réglementation, on peut situer les responsabilités. Allez-y. Oui, on peut déjà situer les responsabilités. La réglementation est claire là-dessus. Si le maître d'ouvrage a fait recours aux professionnels pour construire son bâtiment, s'il y a incident, ce sont les différents professionnels qui vont répondre. Une enquête diligentée va situer, va relever le professionnel qui est mis en cause, et puis les sanctions seront prises. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous nous dites justement, vous avez pris plusieurs dispositions pour professionnaliser, sécuriser ce secteur, mais les drames se suivent et se ressemblent, et on semble noter un accroissement. C'est en ça que je reviens. Comment vous expliquez que ces 5 dernières années, il y ait autant d'effondrements d'immeubles? Madame, vous savez, c'est une question d'incivisme. C'est une question de non-respect de la réglementation en matière de construction. Si vous permettez, je vais vous prendre 2 exemples. Je prends par exemple le domaine du transport. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été initiées. Aujourd'hui, vous avez des caméras partout. Le ministère du Commerce a poussé même la réforme jusqu'au retrait du permis de construire. Aujourd'hui, nous avons... Du transport, pardon. Nous avons aujourd'hui plus de 200 permis déjà qui ont été retirés. J'ai lu ça vraiment sur les réseaux, même à la télévision. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'accident? Il y a quoi des accidents sur nos routes? Est-ce qu'il essaie de dire que ce ministère ne travaille pas? Je parle dans la même veine. Je prends un autre exemple. Pour conduire, il faut disposer d'un permis de conduire. Si un usager conduit sans permis de construire et qu'il y a un accident, qui est responsable? C'est le ministère de l'Intérieur ou de la Sécurité, ou bien c'est celui qui a conduit sans permis de construire. Par contre, si celui qui conduit sans permis de conduire est arrêté par un agent contrôleur, par un policier, et qu'après vérification, le policier le laisse partir et qu'il y a incident, je pense que si c'est avéré, la hiérarchie de ce policier va prendre des dispositions pour les sanctionner. C'est pratiquement la même chose. Au niveau de la construction, la loi fait obligation de faire recours aux professionnels. Si vous avez fait recours aux professionnels, votre responsabilité est dégagée. Et quand vous n'avez pas fait recours aux professionnels, votre responsabilité pleine et entière est engagée. Concernant les matériaux dont vous avez fait cas tout à l'heure, il y a 2 choses qu'il faut relever. Il y a des matériaux de mauvaise qualité qui sont vendus sur le marché. Et ça, il y a une réforme en cours qui va nous permettre, en lien avec le ministère du Commerce, Codinome, LBTP, de régler ça. Je ne vais pas entrer dans le détail. L'autre point qui est important, c'est que quand on a respecté le process, il y a un acteur qu'on appelle le bureau de contrôle, qui prend les dispositions en lien avec les laboratoires pour faire des tests et qui va éviter que les matériaux qui sont de mauvaise qualité ne soient pas utilisés dans la construction vraiment de l'ouvrage. Parce qu'effectivement, l'une des causes du recrutement des bâtiments, c'est la mauvaise qualité des matériaux de construction. Pas la seule cause, mais c'est la mauvaise qualité. Donc en réalité, le véritable problème que nous avons, madame, c'est le non-respect des règles, c'est l'incivisme des populations. Quand vous avez 80 ou 90% des constructions qui sont construites dans l'illégalité, je vais vous dire que la quasi-totalité des bâtiments qui se sont écoulés sont des bâtiments pour lesquels les travaux ont été exécutés en toute illégalité. Quasi-totalité n'est pas la totalité. Pratiquement la totalité des bâtiments. Donc ça veut dire qu'il y a des immeubles qui sont effondrés malgré les autorisations et malgré l'expertise des professionnels. Non, je suis désolé. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par quasi-totalité? Je vais dire que tous les bâtiments qui se sont effondrés sont des bâtiments dont les travaux sont exécutés en toute illégalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous construisez et que vous faites recours aux professionnels, ces différents professionnels, notamment l'architecte, le bureau d'études, le bureau de contrôle, ils jouent leur crédibilité. Ils ont l'avenir de leur carrière professionnelle. Ils ne vont pas s'amuser, ils vont prendre les dispositions vraiment pour que le bâtiment vraiment soit stable et que vraiment la sécurité des Ivoiriens soit préservée. On va revenir longuement dans la seconde partie qui concerne les dérives, parce que vous parlez de l'incivisme des populations, mais forcément aussi au sein de vos institutions respectives, il y a ce qu'on appelle communément des brebis galeuses. Je peux dire un mot si vous permettez. Oui. Ce volet-là, ça concerne ce que vous dites, c'est le contrôle administratif. C'est pour ça que je dis que les responsabilités sont partagées. Nous, au niveau de l'administration, je peux continuer ou bien si c'est après? Non, je veux qu'on en parle après, plus en détail, puisque c'est la seconde partie qui nous intéresse. Vous nous avez même permis de l'introduire. Juste encore, quelle est votre explication? Quelles sont vos explications en ce qui concerne ces effondrements en cascade?
Mais je dirais tout simplement que le rôle de l'architecte, lorsqu'on part sur un projet de réalisation, c'est un peu l'architecte, il est un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il a en face de lui un projet, mais également plusieurs intervenants. Et comme un chef d'orchestre qui a en face de lui plusieurs musiciens qui chacun joue d'un instrument, il veille à ce que chaque instrumentiste intervienne au bon moment selon la note ou les notes de musique qui ont été établies préalablement et s'assure à la fin de la qualité musicale qui est présentée au public. C'est la même chose pour l'architecte. Il a en face de lui plusieurs intervenants du bureau de contrôle, les ingénieurs conseils, l'entreprise, les sous-traitants et autres, et il assure une parfaite coordination. Mais à quel moment on sollicite un architecte? Dès qu'on acquiert un terrain, dès qu'on devient propriétaire, dès qu'on a l'idée de faire un projet, quand est-ce que vous intervenez? Dès que vous avez l'intention de faire un projet, donc le projet naît dans votre esprit, de réaliser, vous prenez attache avec un architecte. Vous allez déterminer avec cet architecte un programme qui, lui, maintenant, va lui permettre d'aller vous présenter des esquisses, faire un dossier d'avant-projet, après cela, faire un dossier d'ordre administratif pour le permis de construire, mais également poursuivre sa mission en établissant ce qu'on appelle les dossiers, les documents de consultation des entreprises, assurer la réalisation de l'ouvrage en coordination avec le bureau de contrôle, le bureau de normalisation des risques, les entreprises et ses sous-traitants, jusqu'à la réception provisoire. Au-delà de la réception provisoire, il assure également un suivi dans le cadre d'une garantie décennale de l'ouvrage qui a été réalisé. Donc c'est une mission complète qu'il réalise et qui vous donne toutes les différentes garanties de parfaite exécution. Et si éventuellement il y a quelque chose qui n'a pas marché dans tout ce process, eh bien, il apporte également les garanties et les assurances qui vont permettre de faire les réparations qui permettront au bâtiment d'avoir sa durée de vie et son confort dès qu'il avait été édifié au départ. M. Diaby, vous voulez entendre? Allez-y. En fait, je voulais apporter une précision. Selon le Code de la construction et de l'habitat, disons au niveau de permis de construire, la stabilité des bâtiments incombe aux ingénieurs conseils, qui sont appelés aussi les contrôleurs des constructions. Et il y a deux phases. La première phase, c'est au niveau des études. C'est au niveau des études où il faut confier, je parle d'études de structure, hein. Ça peut être une structure béton, ça peut être métallique, bois, etc. Donc, une fois que ces études sont effectuées, disons, ces études sont un élément pour pouvoir avoir le permis de construire, quand je parle d'immeuble. Et au niveau de la réalisation, le contrôle pour la stabilité des bâtiments incombe aux ingénieurs conseils. Il y a tout un détail, il y a des étapes que nous devons contrôler. Et à la fin, il y a une réception provisoire par rapport à la stabilité du bâtiment que nous faisons et c'est par la suite que le ministère donne son certificat de conformité. Ça, c'est si on accède à vos services. Maintenant, une partie de la population, des propriétaires, nous disent que vos services sont chers, excessifs. Qu'en pensez-vous? C'est une des raisons qui est donnée. Oui, c'est une raison qui est souvent dite, souvent avancée, mais je dois dire que cela est totalement erroné. Lorsque vous êtes en train de faire des investissements de plusieurs millions, quelquefois de plusieurs centaines de millions, parce que tous ces bâtiments que nous avons vus effondrer se chiffrent tous en plusieurs centaines de millions, que représente 7% de garantie que vous allez payer à l'ensemble des corps d'État techniques qui vont vous accompagner dans l'ouvrage afin de vous donner la garantie de parfaite stabilité de votre ouvrage? Rien du tout. Je vois très mal une personne en train d'investir des centaines de millions ou même des dizaines de millions lorsqu'il achète un véhicule et qui ne va pas payer sa prime d'assurance. Rien que ça, ça vient automatiquement à l'esprit de la personne qui investit dans l'achat d'un véhicule de faire ce geste. Et pourquoi ils ne le font pas lorsqu'il s'agit de faire un bâtiment qui coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule? Surtout que dans ces bâtiments sont appelés à vivre les personnes, sont appelés quelquefois à avoir également des investissements importants, que ce soit au niveau commercial ou d'ordre bureautique. Ce sont des investissements qui sont faits.
Donc pour vous, cette excuse injustifié, n'est pas cet valable. argument. Maintenant, en ce qui concerne l'administration, là encore, on vous reproche des délais trop longs pour l'obtention des documents pour pouvoir construire ces édifices. Non, madame, je pense que ce n'est pas exact. Je vais d'abord pour parler du permis de construire. Par le passé, le permis de construire était traité par différentes administrations qui étaient éparpillées. Donc, vous devez parcourir toutes les administrations pour avoir un certain nombre de documents avant même de constituer le dossier du permis de construire à proprement parler. Il y a eu la réforme du permis de construire, il y a un guichet unique du permis de construire qui a été créé. L'ensemble des acteurs est mis sur place avec un responsable qui coordonne l'ensemble des activités. Et aujourd'hui, il y a 3 commissions par semaine. 3 commissions par semaine qui siègent. Et quand votre dossier est complet, en 3 semaines, vous avez votre permis de construire. En 3 semaines, on obtient son permis de construire. En 21 jours, vous avez votre permis de construire. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste, ce n'est pas assez de dire que c'est parce que les délais sont longs. Même au niveau de l'ACD, nous avons des réformes importantes qui sont en cours et qui vont nous permettre de comprimer encore davantage le délai de ces différents actes. Donc ce n'est pas un argument valable. Oui, madame, pour nous, défenseurs des droits de l'homme et représentants des victimes, cette situation malheureuse est née de la volonté de certaines personnes de s'enrichir par tous les moyens, y compris les commissions de crimes que nous constatons. Ceux qui construisent ces maisons, je vous fais remarquer que tous ces bâtiments ont été construits à titre commercial. Ils ne veulent pas mettre les moyens nécessaires, c'est-à-dire ils ne veulent pas acheter les matériaux de bonne qualité, ils ne veulent pas s'attacher des services des professionnels du secteur. Ils veulent construire et mettre en location et se faire de l'argent. Ils savent pertinemment que eux, leur famille, ni personne de leurs proches immédiats n'habitera pas ces maisons. Donc pour nous, c'est un acte délibéré qui est soutenu par la corruption. Ce qui est à l'origine pour nous de l'inaction de certaines structures étatiques, notamment les ministères de la Construction, des actions de la justice répressive et administrative. Donc, l'impunité aujourd'hui soutient l'existence de plusieurs bâtiments qui se font dans les quartiers, dans nos communes, sans suivi, sans interruption immédiate de leur construction. Le citoyen se demande comment quelqu'un dans un quartier peut se mettre à construire un immeuble de 6 niveaux, alors que les services du ministère de la Construction, les antennes sont dans tous les quartiers d'Abidjan. Aujourd'hui, vous allez partir prendre une pioche, commencer à creuser. En une fraction de seconde, vous verrez que le service technique de la mairie va faire son apparition. 48 heures après, vous verrez le ministère de la Construction. Alors, le ministère de la Construction et les mairies auront toutes les peines du monde à nous expliquer pourquoi ces bâtiments prospèrent jusqu'à atteindre ce niveau et occasionner des drames. Répondez, monsieur Messou. Oui, merci, madame Didier. D'abord, je voudrais indiquer ici qu'aujourd'hui, le contrôle administratif, parce qu'il y a 2 types de contrôle. Il y a le contrôle technique qui est fait par les ingénieurs, conseillers, les bureaux de contrôle. Et il y a le contrôle administratif qui est fait par l'administration qui consiste pour l'administration de s'assurer de la légalité des chantiers. Il faut reconnaître que jusqu'à une date 2020, on avait très peu d'effectifs, avec très peu de moyens de locomotion, etc., qui fait que le travail sur le terrain était très difficile. Il y a eu beaucoup de réformes. Monsieur le ministre Bouni Abaye a pris des dispositions très tôt pour renforcer les effectifs, et acquérir des moyens et même des agents de démolition pour nous permettre, n'est-ce pas, d'être proactifs. Nous avons créé la plateforme collaborative de contrôle des constructions qui a consisté à mettre ensemble les mairies, les acteurs du ministère de la Construction, le district et le ministère de l'Assainissement pour qu'on ait un effectif plus étoffé pour nous permettre d'être efficaces sur le terrain. La difficulté est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons un nombre important et incroyable vraiment de chantiers qui sont ouverts dans le district d'Abidjan. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays se porte bien sur le plan économique. On dit quand le bâtiment va tout voir. Donc, on construit tout azimut dans toutes les communes. Donc, nous avons un nombre important de bâtiments qui sont construits. La difficulté pour nous, c'est que, loin de moi l'idée de défendre les agents, je dirais ce qui est. Quand les agents font le contrôle, ils arrivent sur un chantier, sur le chantier illégal, ils font ce qu'on appelle un procès verbal de constat des travaux qui vaut arrêt des travaux. Après, ils doivent revenir. Si le maître d'ouvrage n'a pas arrêté, qu'il continue, on fait un procès verbal de poursuite des travaux.
Après, il y a une mise en demeure. Et puis après, il y a l'ordre de démolition. Tout ça, dans quel délai? Si aujourd'hui vous observez la construction d'un édifice ou d'un immeuble et vous vous rendez compte qu'il est illégal, sous combien de jours, dans combien de temps vous revenez vérifier l'évolution des travaux? La question est là. On peut même revenir le lendemain. Mais quand vous avez un nombre important de chantiers dans une zone, vous ne pouvez pas bloquer tous les agents sur un seul site. Vous êtes obligé de faire le tour de tous les chantiers. Le temps de faire le tour des chantiers, de revenir, le monsieur peut être à un certain niveau d'exécution. Mais pas que je vais couvrir les agents. Mais également, il y a le fait qu'il y a certains agents qui ne sont pas professionnels dans leur comportement. Vous l'avez dit, il y a des brebis qui connaissent partout. Mais quand c'est avéré, il y a des sanctions. Nous avons des chefs de zone qui ont été relevés de leurs fonctions. Non, on va revenir. Il y a toute une partie de l'émission qui va s'attarder sur ces questions. Mais là, je veux comprendre dans les délais. Quand vous observez un immeuble en construction de manière illégale, lorsque vous revenez et que cet immeuble est déjà avancé, pour ne pas dire quasi achevé, vous allez encore suivre la procédure, c'est-à-dire toutes ces étapes avant la démolition? C'est la réglementation. On ne peut pas accélérer, puisque le temps que vous reveniez en ne connaissant pas vos délais, l'immeuble est construit et peut-être déjà habité. Comment on fait? Bon, déjà habité, c'est un peu trop dit, madame. Comme je le dis, si on veut, n'est-ce pas, bloquer tous les agents sur un seul site, et les autres sites, qu'est-ce qu'on fait? La réalité est là. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres sites? Mais il faut faire le tour, il ne faut pas seulement bloquer. On ne peut pas bloquer 1 ou 2 agents sur un seul chantier pendant des mois. Ce n'est pas possible. Mais un immeuble non démoli dans les délais, c'est un immeuble qui s'effondre avec des victimes. Oui, madame, je vais vous donner des indicateurs. Vous savez qu'en 2020, on a fait une seule démolition. En 2021, on a fait 65 démolitions. En 2022, nous avons fait 165 démolitions. Vous voyez un peu l'évolution? Peut-être que si on ne faisait pas cette démolition, on serait peut-être à un effondrement ou 2 par semaine ou bien par quinzaine. Il y a des efforts qui sont faits. Notre mission, ce n'est pas de déconstruire, ce n'est pas de démolir les bâtiments, mais nous le faisons pour préserver la vie de nos concitoyens. C'est pour ça qu'on est arrivé à 165 démolitions. Et nous sommes dans cette dynamique. Nous allons continuer. Peut-être que cette année 2003, nous allons démolir encore plus, peut-être même le double. On entend votre but ultime n'est pas de détruire ces bâtiments, mais je vois l'avis des experts. Lorsqu'un bâtiment a été construit illégalement, même s'il en est qu'au R+1 pour le démarrage, lorsque les matériaux ne sont pas de qualité, il y a d'autres issues que de le démolir, ce bâtiment? Non, d'abord, la première chose qu'il faut retenir, toute construction qui n'a pas été faite selon les règles et les normes qui ont été édictées, qui sont en vigueur, doit faire l'objet d'un arrêt et pourquoi pas de démolition. Il faut qu'on soit, pour moi aujourd'hui, beaucoup plus ferme dans les prises de décision. Nous avons plusieurs bâtiments où il a été constaté qu'il n'y a pas de permis de construire dès le début, comme ça a été mentionné dans la masse globale des travaux, des projets constatés. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Faire venir un architecte qui n'est pas intervenu en amont, ce n'est pas possible. Nous avons également, nous aussi, des règles déontologiques qui interdisent à un architecte qui n'a pas participé au volet conceptuel d'intervenir pour faire un dossier dit de régularisation. Cela n'existe pas. Donc ce bâtiment est frappé dès la source d'un format d'irrégularité qui doit conduire à sa démolition. D'où ma question, toutes ces bâtisses sont amenées à être détruites. Ou vous faites du rattrapage, c'est pas risqué techniquement? Il y a la possibilité de faire une expertise technique, mais ça coûte cher. Il y a la possibilité de faire cette expertise technique et au niveau des ingénieurs conseils, nous vérifions si les fondations qui ont été exécutées sont conformes par rapport à, disons, au poids du bâtiment. Donc, il va falloir faire des essais de sol, il va falloir faire des essais sur les matériaux, sur le béton, les poutres, etc. Si il arrive que vraiment le bâtiment représente des risques, alors nous allons dire qu'il faut démolir. Mais s'il y a la possibilité de rattraper, des renforts seront faits pour que le bâtiment puisse continuer éventuellement. Mais vous posez ces questions avant la démolition? Quelle question? C'est-à-dire les questions techniques, l'immeuble peut être rattrapé, ou il suffit de finalement aller chercher le permis de construire pour qu'on puisse poursuivre les travaux une fois qu'ils ont été arrêtés? Madame, je vais expliquer.
quand le ministère de la Construction passe sur le terrain et qu'il constate qu'il y a un risque, il demande tout de suite au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux. Et demande, faites expertiser votre bâtiment pour que nous, ministère, on soit rassurés que le bâtiment peut continuer. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Vraiment, je veux qu'on passe à la seconde partie, parce qu'on va détailler ce qu'on ne comprend pas. Oui. Si quelqu'un démarre ou débute une construction sans être passé par un expert, vous le constatez, vous le signifiez, à quel moment vous démolissez ou à quel moment la personne peut se dire « je vais finalement faire les documents nécessaires et poursuivre mes travaux », c'est ce que vous nous dites? C'est-à-dire que je peux commencer mes travaux en toute illégalité et puis finalement je reprends le circuit normal? Non. Ah, voilà, je veux qu'on comprenne bien. Oui. Quand vous construisez en toute illégalité, on vous demande d'arrêter. Constat. Après, on constate que vous poursuivez. On vous fait la mise en demeure de démolition. L'ordre de mission est signé et on démolit le bâtiment. Voilà la procédure. Donc, le bâtiment est démoli systématiquement. La difficulté, c'est que, madame, quand vous avez, par exemple, 80 à 90% des chantiers qui sont dans l'illégalité, qu'est-ce que vous faites? Vous nous dites que 90% des chantiers sont illégaux? Oui. Quand vous avez au moins 80% des chantiers, qu'est-ce que vous faites? Vous démolissez tous ces bâtiments? Logiquement, ou c'est une question que je pose? Oui, pour nous, la vie humaine n'a pas de prix. Je persiste, je signe. Ce sont des actes délibérés qui sont posés. Dès lors que vous posez un acte délibéré, vous devez en subir les conséquences. Pour nous, ce bâtiment doit être totalement détruit pour préserver des vies et pour faire cesser ces regains d'effondrement du bâtiment. Monsieur le directeur disait tout à l'heure qu'il y a manque de personnel. Pour nous, c'est la porte ouverte à une solution du gouvernement qui cherche aujourd'hui à réinsérer des jeunes dans la lutte contre... C'est l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse. Et pourquoi ne pas faire recours à cette jeunesse pour aider le ministère? Des milliards qui sont mis à leur disposition. On peut sélectionner 20 jeunes dans chaque quartier, dans chaque commune. Ça fait 200 jeunes, les donner des motos pour qu'ils sillonnent les quartiers pour identifier ces bâtiments illégaux. Et l'État, pour détruire un bâtiment, on n'a pas besoin de moyens importants. Avec 3 ou 4 bulldozers, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas dire qu'il ne peut pas nous acheter 2 ou 3 bulldozers dans chaque commune pour détruire ces bâtiments. Pour nous, c'est le déficit de répression tant administratives que judiciaires qui sont à l'origine. Le ministère de la Construction a laissé ce bâtiment, le dernier bâtiment, la construction a commencé en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. 3 ans que les travaux se poursuivent. Au vu aussi de tout le monde, finalement. C'est ce que la question... Donc, aujourd'hui, nous estimons, nous les victimes et des défenseurs des droits de l'homme, nous disons que le ministère ne veut pas agir parce que, ni en justice, ni administrativement, parce qu'elle est mouillée jusqu'au cou dans cette affaire. Le ministère de la Justice, le ministère de la Construction aujourd'hui, dès le fondement d'un bâtiment, doit saisir le procureur de la République pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont impliqués dans cette affaire. C'est des têtes qui vont tomber, c'est des gens du ministère de la Construction qui iront en prison. Donc ils n'osent pas aller au-delà. Monsieur Messou, répondez. Monsieur Dabi, je pense qu'il faut éviter vraiment d'être émotif. Ça n'a rien à voir. Je l'ai dit ici, je le répète, les responsabilités sont partagées. Quand il est avéré, à chaque fois qu'il y a eu un incident, nous avons des agents qui sont sur le terrain, qui vérifient la légalité du chantier. Si le chantier n'est pas légal, on vérifie les différentes actions qui ont été menées par les agents de la zone, notamment par le responsable de cette zone. Quand le travail n'est pas fait, il est sanctionné. Quelles sont les sanctions? Déjà, il est relevé de ses fonctions, déjà. Et ça a été le cas dans les dossiers qu'on vient de... Ça a été le cas à Yamoussoukro, ça a été le cas à Treichville, ça a été le cas à Angré, et je pense bien que ça va être le cas pour ce qui s'est passé à Saint-Viateur. Donc il y a des sanctions. Le ministre prend à chaque fois ses responsabilités. Moi, je pense que ce n'est pas sain de dire que vraiment le ministère de la Construction est complice. Non, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit qu'on a détruit 165 bâtiments en 2022. Pourquoi l'avons fait? Alors, ce sont des économies. Non, vous les sanctionnez, mais comprenons pourquoi vous les sanctionnez. C'est-à-dire que ces gens ont laissé ces bâtiments en construction et ne sont pas revenus pour les démolir, ou en tout cas ont été corrompus. Non, pas que la procédure, il y a une procédure. La procédure, ils n'ont pas poursuivi la procédure à terme.
Mais vous nous disiez à l'instant qu'il y a un problème d'effectifs. Donc, c'est quoi? C'est pas que les effectifs, alors? C'est vrai qu'il y a un problème d'effectifs, mais on vérifie. Je vous ai dit. D'abord, il y a les services des populations. Il y a les populations qui rusent. Quand les agents viennent contrôler, quand ils tournent d'eau, ils continuent. Il y en a même qui travaillent même la nuit. Donc, il y a ça, il y a plusieurs raisons. Maintenant, quand il y a un incident, on ne sanctionne pas pour sanctionner. Il y a une enquête qui est diligentée, il y a des vérifications qui sont faites. Donc, les agents de zone, ils sont convoqués, ils vont présenter toute la documentation et c'est sur cette base qu'il y a à comprendre les sanctions. Voilà. Donc, le ministre ne sanctionne pas comme ça. Il attend qu'on lui remonte les informations. Il y a des rapports qui sont faits et c'est à l'issue vraiment de ces rapports qu'ils sont sanctionnés. Moi, je pense que ce n'est pas sain de dire que nous sommes impliqués jusqu'au cou et que quand il y a un incident, normalement, le procureur de la République se saisit directement. Monsieur Dabi, je pense qu'il va vous donner une copie du code de la Constitution de l'habitat pour que vous voyez un peu comment les choses fonctionnent. Je vous permettez... Nous disons que les sanctions administratives ne nous arrangent pas. Nous, les victimes... C'est pas suffisant? C'est pas du tout suffisant. Dans un état de droit, dès qu'il y a mort d'homme, il faut qu'on poursuive tous les auteurs, directs ou indirects, répondent de leurs actes devant la justice. C'est le déficit de la répression judiciaire qui soutient l'existence malheureuse de ces effondrements de bâtiments en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas en train de m'attaquer au ministère, mais c'est l'expression de la colère contenue des victimes et des parents des victimes que je porte à votre connaissance pour que vous preniez conscience de la gravité de la situation et d'agir en justice. Ça me permet l'autre question. Ça me permet de poursuivre avec cette question. Pour une partie de la population, on a vu sur les réseaux sociaux, il règne une certaine impunité dans ce secteur, peut-être dû au nom des personnes qui sont propriétaires. On parle souvent de personnalités, de hauts responsables. Déjà, est-ce vrai? Et les gens ont le sentiment qu'il y a une totale impunité. Madame, il n'y a pas d'impunité. Tous les maîtres d'ouvrage des bâtiments qui se sont effondrés ont été arrêtés et ils sont tous en prison. Même dernièrement, Saint-Viateur, le bâtiment qui a fait couler beaucoup d'encre et tout ça, le maître d'ouvrage a été arrêté. Quand vous dites maître d'ouvrage, pour qu'on comprenne bien, c'est le propriétaire? C'est le propriétaire qu'on appelle maître d'ouvrage. D'accord. Les différents propriétaires sont mis aux arrêts. Ils répondent devant la juridiction. Et aucune ne fait partie, n'est pas une haute personnalité? Aucune. À ma connaissance, non. D'accord. À ma connaissance, non, puisqu'ils ont tous été arrêtés. Quand il y a un incident, le maître d'ouvrage a arrêté. Et ce n'est pas seulement le maître d'ouvrage, même le constructeur. Parce que l'entreprise ne doit pas accompagner un maître d'ouvrage dans un projet illégal. Donc le constructeur, l'entrepreneur, il est pris, il est mis en prison. Voilà. Parce que je sais que pour le bâtiment qui s'est effondré dernièrement, jusque-là, apparemment, je ne sais pas s'ils ont pu mettre vers la fin la main sur l'entreprise. Le maître d'ouvrage a été mis aux arrêts, il est en prison. Maintenant, le constructeur sera arrêté. Vous le confirmez, M. Dabi? Oui, les parents des victimes d'un incident n'ont pas encore connaissance de l'arrestation de qui que ce soit. Nous sommes au cœur. Cette fois-ci, nous avons décidé de nous impliquer dans le règlement de ce dossier. Je vous dis, nous avons été à la police criminelle, au parquet, le juge d'instruction. On n'a pas encore le nom de la personne qui a été arrêtée. Ça, tant que nous n'avons pas ces éléments, on ne peut pas dire que quelqu'un a été arrêté. Et mieux, madame, lorsque nous sommes allés sur le terrain, les matériaux de construction, nous avons constaté que les matériaux de construction ne respectent pas les normes de qualité. Il y a eu des prélèvements. Ces prélèvements ont été déposés pour expertise. Je parle sur le couvert des spécialistes du secteur. Les fers à béton qui ont été utilisés pour la fondation, c'est du diamètre 12, au lieu du diamètre 14 ou 16. Alors qu'on se rend compte que celui qui a fourni ces matériaux les a fournis comme étant diamètre 14 et 16. Et la personne qui a livré ces fers à béton a été identifiée. Mais jusqu'à présent, n'est pas inquiétée. Donc, ce que nous souhaiterons du ministère de la Construction aujourd'hui, pour se mettre ensemble avec les victimes, est-ce que monsieur le directeur peut aujourd'hui prendre l'engagement de dire que dès demain matin, je fais une plainte adressée au procureur de la République pour que je sois, moi, ministère, être parti dans cette procédure de justice. En ce moment-là, nous saurons que le ministère de la Construction veut vraiment agir pour réprimer tous les auteurs de ces faits devant la justice. Répondez-lui, on va passer à... Je suis en train de dire, je pense que j'ai déjà répondu. Je dis quand il y a un incident pareil, le ministère, le procureur se saisit systématiquement, directement du dossier. Autosaisie du procureur. Sur tous les cas d'effondrement d'immeubles. Oui, il s'autosaisit directement. Voilà. Donc il y a plusieurs ministères qui rentrent en scène. Quand il y a effondrement, nous sommes là.
Il y a l'ONPC qui est là pour les blessés, les décès. Il y a le ministère des Affaires sociales également qui est là pour prendre en compte tout ce qui concerne le volet social, etc. Donc chacun fait sa part. Donc vous ne souhaitez pas porter plainte? Oui. Vous ne portez pas plainte. Mais Nous, on souhaite que les victimes demandent que vous les accompagnez dans leur quête de justice. Oui. Est-ce que vous allez porter plainte pour le dernier incident? Mais puisque le procureur s'est saisi déjà, pourquoi on va porter plainte? Non, dès lors que le procureur s'est saisi, c'est lui qui contrôle la procédure. Dès qu'il y a des parties civiles, le procureur ne contrôle plus totalement, n'est-ce pas, la procédure. Nous souhaiterons que vous vous mettez du côté des victimes comme partie civile et engagez des poursuites. C'est ce que nous demandons. Nous demandons votre soutien. Est-ce envisageable? Oui, le soutien est là. Ça veut dire que quand le procureur se saisit du dossier, nous, le ministère de la Constitution, on peut nous appeler pour nous demander un certain nombre d'informations. Et ça se fait dans le traitement du dossier. Et nous, on met à disposition les éléments qu'il faut pour que vraiment il y ait de la transparence dans le traitement. Monsieur, on va rentrer plus en détail avec ces dérives techniques. On observe des défaillances, notamment sur la qualité des matériaux utilisés sur les chantiers et leur dosage. Pourrait-il être à l'origine des effondrements d'immeubles? Des explications de Sédou Ouattara. À moins d'une semaine, 2 immeubles se sont effondrés à Cocody et à Trècheville, sémant désolation et consternation chez les familles endeuillées. Témoignage d'une longue série d'effondrements d'immeubles à Abidjan avec son corollaire de pertes en vies humaines. Le phénomène reste récurrent et les Ivoiriens familiers de la question. Cette situation questionne donc aussi bien les professionnels du secteur, la société civile que le ministère en charge de la construction. La rigueur et le professionnalisme déployés par chaque acteur dans la construction des bâtisses remis en cause. Retour sur les lieux du drame. L'immeuble de 4 étages en construction hier à la Riviera Palmeraie n'est plus qu'un amas de sable et de terre. De manière technique, qu'est-ce qui a précipité la chute de cet ouvrage avant d'envisager des mesures correctives? L'éclairage d'un expert en BTP, bâtiment travaux publics. Quand vous devez réaliser l'ouvrage et que le fournisseur de briques ou d'agro est déterminé, vous nous envoyez des échantillons au laboratoire et ces échantillons seront testés et on pourra confirmer au maître d'ouvrage ou bien celui à l'entrepreneur qui réalise si ces briques respectent les normes. Alors c'est quand on constate que les normes sont respectées, on va vous conseiller de pouvoir les utiliser. Ce que les gens doivent savoir, c'est que les aciers ont des diamètres normalisés. Alors quand vous utilisez des aciers dont les diamètres ne respectent pas les normes, vous avez des problèmes. Voilà, donc quand vous achetez des aciers, on vous conseille toujours de nous faire appel. Nous, on va prélever des échantillons d'acier, les contrôler au laboratoire pour être sûr que ça respecte les normes. Alors si ça ne respecte pas les normes, vous en tant qu'acheteur, c'est dans votre droit d'aller vous plaindre auprès du fournisseur pour qu'il soit il remplace ces aciers ou bien qu'il vous restitue votre argent. Les effondrements d'immeubles persistent en raison parfois des violations constantes des normes de construction et d'urbanisme. En tout état de cause, la responsabilité de plusieurs acteurs est engagée. Les propriétaires d'immeubles épinglés sur la qualité du matériel de construction. Les entrepreneurs à la course d'importants profits au mépris des règles urbanistiques. Et le ministère en charge de la construction pointé du doigt par un manque de professionnalisme de ses services. Alors messieurs, je vais d'abord présenter notre 5e invité qui nous a rejoint. Donc monsieur Edmond Kouassi, qui est donc le directeur de la formation Condinorme, qui est la Côte d'Ivoire Normalisation. Présentez-nous votre structure, que faites-vous concrètement? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez sur ce plateau. Alors, Condinorme, c'est Côte d'Ivoire Normalisation, c'est l'organisme national concessionnaire des activités d'élaboration des normes, de certification de tout genre. Nous sommes une structure sous tutelle du ministère en charge de l'industrie et nous avons vocation à mettre en place pour le compte de la Côte d'Ivoire un dispositif des normes et de la certification pour bien sûr accompagner le développement social, économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly, rappelez-nous quels sont les produits utilisés, matériaux, dans la construction d'un immeuble. Dans la construction d'un immeuble, vous allez avoir du gravier, du sable, du ciment, du fer à béton, du bois de coffrage, voilà. Une multitude de produits. De produits, mais il y en a qu'on mélange.
Par exemple, pour faire le béton, vous allez utiliser du gravier, du sable, du ciment. Là encore, il peut y avoir problème. Donc, il y a la qualité intrinsèque du produit et puis la quantité dans le cadre des dosages adéquats. C'est ça. Je reviens vers vous, Monsieur Kouassi. Comment s'organise finalement la fabrication et la commercialisation de ces matériaux dans notre pays? Alors, merci. La loi 2013-866 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité a fixé toutes ces règles en matière donc, de santé-sécurité concernant les produits qui sont couramment utilisés. Et concernant le cas spécifique des matériaux de construction, il y a bien pour la Côte d'Ivoire une commission donc, de normalisation en charge d'édicter pour la Côte d'Ivoire et pour chaque type de matériaux des normes. Ça peut être des normes typiquement ivoiriennes qui sont parties donc, de nos réalités, comme des normes qui s'appuient sur des avant-projets de normes qui sont des normes internationales. En la matière, il n'y a pas beaucoup de choses à réinventer. Donc vous avez des normes internationales ISO, des DUT, beaucoup de normes comme ça qui gouvernent l'ensemble des, si vous voulez, des produits qui concernent la construction. Mieux, à toutes les phases, depuis la conception, la mise en œuvre, les matériaux de construction et même l'entretien, à toutes ces phases-là, vous avez des normes qui sont disponibles. Et ces normes sont, selon le cas, mises en œuvre, utilisées par les différents acteurs. Ce que je peux dire, c'est que, et concernant d'ailleurs le problème de l'effondrement des immeubles, pour nous, les responsabilités sont partagées. Les causes sont multiples, depuis les différentes phases. Prenons déjà l'achat des matériaux. Déjà le fait, quels matériaux, est-ce que tous les matériaux ou les produits qui entrent dans le cadre de la construction utilisés en Côte d'Ivoire sont de bonne qualité, respectent les normes? Alors, il y a un décret, le décret 2016-1152, qui rend obligatoire la certification des produits dont on parle, des produits de la construction en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que pour fabriquer, importer, mettre sur le marché, distribuer, même à titre gratuit, vous devez justifier que les produits concernés, les matériaux de construction, sont certifiés. C'est vous qui vous occupez de la certification de ces produits? Effectivement. Donc, cette certification délivrée par Codinome sur les matériaux, c'est, disons, ce qu'est le permis de conduire pour un automobiliste. Ce certificat l'est donc au niveau des produits. Cela veut dire quoi? Tous les fers à béton en Côte d'Ivoire, tous les ciments en Côte d'Ivoire devraient bénéficier de la certification avant leur mise en marché, avant leur utilisation de quelque façon que ce soit. Monsieur Diaby, votre association s'est intéressée à la vente des produits non réglementaires sur le marché ivoirien. Qu'avez-vous constaté? Oui, il faut dire que c'est dans le cadre de mes activités professionnelles que j'ai découvert l'existence des fers à béton hors normes de qualité en Côte d'Ivoire en 2019. On a pris notre bâton de pèlerin en notre qualité de défenseur des droits de l'homme. On a mené des investigations. On a constaté la prolifération de ce type de matériaux très dangereux pour la construction en Côte d'Ivoire, notamment le fer à béton. On a eu une séance de travail avec Codinome, on s'est documenté. Et nous avons fait un constat vraiment qui nous a sidérés. Codinome nous a dit qu'il y a 4 sociétés fabricantes de fer à béton qui sont identifiées dans les fichiers. On s'est approché du ministère de la Construction qui nous ont dit qu'il y en a 6. Et pendant 8 mois, nous avons mené nos investigations. On a découvert 13 sociétés fabricantes de fer à béton, dont, disons, 9 dans la clandestinité. On a donné les informations au Codinome, on a donné les informations au ministère de l'Industrie et du Commerce. Ils n'ont pas agi. Nous-mêmes, on a pris l'initiative. On a assigné les 13 sociétés devant le juge à Yopougon à l'effet de produire les certificats de conformité et les fers à béton portant leur marque, griffe ou initiale. Il n'y en a que 2 sur les 13 qui étaient dans les normes. Que répondez-vous à M. Kouassi? Ces révélations qui sont quand même graves. Oui. Alors, vous savez, la certification elle est obligatoire. C'est-à-dire que c'est des tests qui réglementent des professions. Quand vous voulez investir dans la fabrication, dans une fonderie ou dans la fabrication ou l'importation des fers à béton, vous devez vous soumettre à la certification. Et donc, il est difficile pour quelqu'un qui veut rester dans la clandestinité, il est difficile justement de le découvrir. Si des prospections ont été faites, effectivement, nous on s'en est rendu compte.
qu'il y a des entreprises qui opèrent d'une certaine façon sans, si vous voulez, rentrer dans les normes, dans les règles. Mais une fois que vous avez constaté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites... Parce que ces enquêtes, si je me souviens bien, ça date de 2019. Et ces sociétés sont, pendant 3 ans. sont encore présentes et certaines même ont été créées depuis. Oui. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 2 autres sociétés de 13, ils sont passés à 15. Bon, comment expliquez-vous que cette prolifération de fabricants non conformes, non réglementaires? C'est difficile de dire que c'est des entreprises qui existent de toutes les façons, même si elles ne sont pas connues dans les fichiers de Codinome, mais elles sont pour certaines connues dans les fichiers des impôts, dans les fichiers de d'autres administrations. Vous voyez, ce que je dis, ce n'est pas parce qu'une entreprise ne se conforme pas, ne souscrit pas à la certification, qu'elle est de facto clandestine. Donc il y a cette nuance-là déjà qu'il faut relever. Ce que le président disait, c'est que alors le ministère en charge de l'industrie a entamé depuis l'année dernière justement des rencontres à ce sujet-là. À Codinome même, nous avons rencontré un parterre de fabricants de ces fers à béton à qui la réglementation a été présentée et il leur a été demandé de se mettre en règle. Pour la certification, vous savez... Mais excusez-moi, à quel moment interviennent les sanctions? Parce que là, vous nous dites, on les a reçus, oui. On leur a parlé des règles qu'ils étaient censés connaître dès le départ, avant de se lancer dans cette activité. Il n'y a pas de sanctions qui tombent à un moment? Si, il y a des sanctions qui tombent. Et elles sont de quelle nature? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'intervention du Codinome qui ne donne pas suite aux sanctions, et il y a l'intervention des agents assermentés, donc du ministère en charge de l'industrie ou du commerce, qui, eux, font la répression sur la base de l'absence du certificat de conformité. Et cette activité de répression, elle est menée. Elle est menée d'ailleurs... par la répression des fraudes, par la répression des fraudes. Et tout récemment, fort de ces actions qui doivent s'intensifier, le ministère en charge de l'industrie a même assermenté de nouveaux agents à l'effet donc de démultiplier les agents sur le terrain. Donc, il y a toute l'année dernière un programme de suivi, d'interpellation, de sensibilisation de ces entreprises. Je n'ai pas le point sur ce plateau, mais je peux vous dire que le travail, il est fait. Donnez-nous des exemples de sanctions. Quand une entreprise vend en toute illégalité des produits défectueux ou non réglementaires qui peuvent causer des drames dans la vie des populations, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la sanction? Puisque nous vous dites que vous n'allez pas fermer le magasin. Qu'est-ce que vous faites pour les empêcher? En plus, ça on parle de vente, mais de fabriquer ces produits sur notre sol. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais, madame, que pour la gouverne des téléspectateurs, que nous établissons le distinguo clairement entre les activités de certification, comme je disais tout à l'heure, et les activités de répression des fraudes. Ce dont vous parlez, je pense que vous parlez de l'absence de certification, de ce qu'une entreprise ne souscrit pas à la certification. Quand elle ne le fait pas, cette entreprise déjà est hors la loi, comme on le dit. Et c'est la répression des fraudes qui prend le relais. Justement, les dispositions prévues par la loi sur la normalisation en termes de sanctions, les dispositions même du code civil et autres. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la responsabilité d'un produit, la qualité d'un produit, incombe à son fabricant, à celui qui le met sur le marché, dans un premier temps. Ce n'est pas la répression, en somme, qui viendra corriger le problème. Le problème, il est d'abord au niveau de ceux et celles qui mettent sur le marché ces produits-là. Le constat, il est clair. Il est clair. Si on va retrouver des produits qui sont hors normes sur le marché. Il y a des actions qui sont menées par les différents services de l'administration pour amener les uns et les autres. En tête de statistiques, il y a 2 ans, par exemple, vous aviez, dans le portefeuille des produits certifiés, vous aviez à peu près 200. Aujourd'hui, ça monte. On est autour de 400. C'est-à-dire qu'à force de répression, à force de sensibilisation et d'insistance et même de communication, les uns et les autres s'y mettent. Monsieur Kouassi, je vais vous laisser faire un tour de table, je vois que tout le monde veut réagir. On nous parle quand même d'enquêtes menées depuis 2019. Nous sommes en 2023. Ces sociétés, déjà, ne ferment pas, continuent à vendre des produits défectueux et en plus, d'autres se créent. Ça ne pose pas question ou
Allez-y. Il faut qu'on lève bien le point de Val. Les sociétés qui ont été identifiées comme clandestines, la question qu'on se pose, est-ce qu'elles disposent d'une attestation de conformité ou non? Elles ne disposent pas, ça veut dire qu'elles sont pas, les produits ne sont pas, il y a une présomption de non-conformité de ces produits-là. À partir de ce moment, je pense que la société civile et même les consommateurs, qui eux aussi sont des acteurs, qui sont une force donc, de pression, peuvent exposer, traduire ces entreprises en justice, boycotter, faire connaître à l'attention des consommateurs ces mauvais produits-là. Vous dire que c'est l'État quand même qui régule ces activités. Donc vous attendez de nous, citoyens, de faire quoi? De boycott de ces entreprises. Mais des fois, on n'est même pas informés. Oui, alors là, vous avez... Quand on se rend... Je vais demander à l'ingénieur, justement. Quand on se rend, vous en tant que professionnel, nous en tant qu'amateurs, dans un établissement qui dit fabriquer des produits liés à la construction, comment on sait qu'on est entre de bonnes mains et qu'on est face à des personnes honnêtes sur le plan des matériaux? En fait, en tant que consommateur, vous ne pouvez rien faire. Ah. Lorsque les matériaux arrivent sur le chantier, c'est là que nous intervenons. Les aciers sont bons, on les utilise. Ils ne sont pas bons, nous les rejetons. Et c'est valable pour tous les matériaux. Il est arrivé que des semi-remorques soient arrivées sur des chantiers. Ayant testé, la qualité n'étant pas bonne, on a rejeté. Qui a testé? Vous, les ingénieurs? Disons que notre rôle, de façon inopinée, on regarde des matériaux, je prends le fer à béton. Même si on n'a pas un doute, on dit pour que ça puisse être utilisé sur le chantier, il faut que le matériau soit testé. On envoie en laboratoire, aux frais de l'entreprise, c'est dans son marché. Le test est fait, quand le résultat est bon, on peut l'utiliser. Quand ce n'est pas bon, on rejette. Même si c'est une semi-remorque. Ça, c'est sur tous les chantiers ou les chantiers les plus prestigieux, les plus coûteux? Tous les chantiers. Tous les chantiers. Les chantiers. Lorsqu'on utilise, bien sûr, des ingénieurs conseils. Oui. Maintenant, vous nous dites que nous, amateurs, on ne peut... Vous ne pouvez pas savoir. On ne pourra jamais savoir si les matériaux sont défectueux. Si vous n'avez pas fait d'essai, vous ne pouvez pas savoir. Mais alors, je reviens sur la gravité de la situation. Même si on doit passer par des experts pour construire, comment on peut laisser en toute impunité des gens vendre? Parce qu'il y a ceux de mauvaise foi qui construisent en étant conscients que c'est à vil prix parce qu'ils veulent faire ils veulent avoir des coûts moins importants. Mais il y a ceux qui ne savent pas, de toute bonne foi, qui se font duper. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Madame... Oui. Allez-y. Oui, madame, il y a deux niveaux. Il y a les matériaux de mauvaise qualité qui sont vendus sur le marché. Et ça, nous sommes en train de travailler sur une réforme importante avec le ministère du Commerce, le LBT et même Codinor. Il s'agit de quoi? C'est de confier la compétence au LBTP pour que le LBTP puisse vraiment tester tous les matériaux fabriqués localement. C'est quoi le LBTP? Le laboratoire du bâtiment des travaux publics. C'est un laboratoire. Qui fait des essais. Qui va faire des essais. Donc aujourd'hui, le ministère du Commerce saisit ponctuellement le LBTP pour faire des tests. On veut que ça soit systématisé. Donc le LBTP, on va confier cette compétence au LBTP. Donc le LBTP va tester tous les matériaux importés ou produits localement et ça va être labellisé. Et c'est sur la base de ce label que les matériaux vont être vendus sur le territoire. Mais derrière, il faut un contrôle rigoureux, puisque la question du contrôle est transversale. On peut prendre toutes les dispositions, on peut faire les réformes, mais s'il n'y a pas de contrôle rigoureux, on ne va pas y arriver. Deuxième point, pour finir, la deuxième chose, on parlait de réglementation. Si la réglementation en matière de construction est respectée, madame, le problème, il est réglé. M. Koulibaly de l'Assemblée des ingénieurs conseils vient d'expliquer. Il y a un acteur qu'on appelle le bureau de contrôle, qui a pour mission de veiller à ce que tous les matériaux qui rentrent dans le cadre de l'exécution des travaux du bâtiment soient de bonne qualité. Donc il y a un laboratoire qui va faire les tests et les matériaux, naturellement, qui ne sont pas de bonne qualité, vont être écartés. Et le bureau de contrôle va au-delà. Ce bureau de contrôle va valider les plans d'exécution. Ce bureau de contrôle va prendre des dispositions en lien avec l'entreprise pour sécuriser le voisinage du chantier, y compris les ouvriers qui sont à la tâche, parce que souvent il peut y avoir des accidents, il y a des précautions techniques qui sont prises. C'est pour ça que nous disons qu'il faut respecter la réglementation en faisant recours aux professionnels.
Et notre mission, nous sommes dans une dynamique de sensibilisation, d'information. Et c'est pour ça que nous faisons toutes ces caravanes auxquelles vous assistez. C'est pour que le citoyen, tout maître d'ouvrage comprenne la nécessité du recours systématique vraiment aux professionnels qualifiés en matière de construction. On comprend, mais quand on va dans une boutique, dans un lieu qui vend ses produits, là aussi, on a l'impression de s'adresser à des professionnels. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, madame. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Ce que monsieur le directeur dit, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Codinome est là. C'est les lois qui font obligation à tout fabricant de labelliser son produit existent. La loi en la matière fer à béton dit que celui qui fabrique son fer à béton doit mettre son nom, griffe ou initiale sur chaque barre de fer, sur chaque 1,20 m, sur tout le long. Ça, cette loi existe. Donc, sa violation entraîne l'application d'une autre loi répressive qui n'est jamais exécutée, malgré les faits portés à la connaissance de Codinome. Un pire, des importateurs de matières premières ont certifié la matière première, c'est-à-dire le produit qu'ils utilisent pour fabriquer le fer à béton, au lieu du produit fini. Et on a porté ces faits à la connaissance de Codinome. C'est une tricherie, c'est un acte grave. C'est comme si quelqu'un utilise un gallon de commissaire de police pour aller faire des contrôles de routine dans la route, sur les chantiers, sur les routes, alors qu'il n'a pas la qualité. Donc c'est la même chose, ces faits ont été portés à la connaissance de Codinome. Et malheureusement, on a entendu que Codinome saisit, par exemple, nous sommes à cheval sur la répression. Codinome n'a jamais agi dans ce sens parce que c'est votre label qu'on utilise pour tromper les populations. Et ces faits ont été portés à votre connaissance et c'est prévu et puni par la loi. Qu'avez-vous fait? Alors, Codinome n'est pas un organe répressif. Codinome, je vous l'ai dit sa mission tout à l'heure, développer un système de certification pour apporter confiance sur la qualité des produits qui circulent. Vous avez la liste des produits certifiés en Côte d'Ivoire sur le site de Codinome, www.codinome.ci. Sur cette liste-là, nous communiquons, secteur par secteur, produit par produit, ceux-là qui ont la certification. Vous mettez la liste des magasins? Non, pas des magasins. De quoi, des produits, des noms commerciaux de produits. Mais où on sait les acquérir, nous? Où on sait... Sur le site de Codinome, www.codinome.ci, vous avez la liste des produits certifiés. Le fer à béton dont il s'agit, vous avez une page fer à béton où tous ceux qui ont été évalués, dont le fer, les fabricants ou les importateurs, dont le fer a été évalué conformément aux normes et qui ont été jugés conformes, donc certifiés, vous avez cette liste-là sur le site de Codinome. Donc nous faisons un travail technique et nous présentons les résultats de ce travail-là. Ça, c'est sur 10-11 fabricants de fer à béton, il y en a parmi eux qui sont certifiés et il y a d'autres qui ne sont pas certifiés. Pour nous, cette information peut aiguillonner les utilisateurs, peut aiguillonner les consommateurs, les acheteurs. Mais quand on agit de manière illégale ou illicite, on est censé être sanctionné. J'ai compris, il y a la répression des fraudes, mais comment justifier que ces magasins aient encore pignon sur rue? C'est la question qu'on vous pose, ou qu'ils vendent encore ces produits défectueux. Oui, mais comment l'expliquer 4 ans après? La question que vous posez, en réalité, sort de nos champs de compétences, de ce que je suis en train d'expliquer. Mais c'est bon que ce que j'explique, vous le compreniez, ça va résoudre le problème. Est-ce que, je vais parler très franchement, est-ce qu'il y a de la corruption autour de ces questions? Madame, comme je l'ai dit, tous ces faits que nous vivons actuellement est soutenu par la corruption, qui est à l'origine de l'impunité, tant administrative que judiciaire, à tous les niveaux. Il y a mort d'hommes. Moi, je disais, il y a 120 personnes qui sont décédées. Mettez-vous à la place des familles de ces victimes. Donc, excusez-moi le thème, depuis 30 années avec les souverains des crises en Côte d'Ivoire, j'ai le sentiment que l'humanité a pris congé de la Côte d'Ivoire. Monsieur disait tout à l'heure qu'ils ont des limites. Mais monsieur, vous non, êtes je ne l'ai pas dit. Voilà, vous dites que vous ne pouvez pas dénoncer. Je viens. Non, ils ne sont pas un organisme répressif. Non, répressif. Monsieur, vous êtes dans votre quartier, dans votre villa. La maison de votre voisin est en train d'être pillée. Vous allez regarder? Vous savez que... Non, vous allez agir, appeler la police, au moins. Non. Moi, je vous ai informé que votre label... Monsieur, non, je viens. Non. Je vous ai dit que votre label est en train d'être utilisé pour tromper les populations. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez. Vous avez votre tableau Codinome. Oui.
sur les 13 sociétés que nous avons identifiées, il y a 2 qui ont les certifications, qui ont même les certifications ISO internationales, les 2. La certification ISO ou la certification non, qui n'est pas une obligation. Non, ISO qui n'est pas une obligation. Voilà, je dis même qu'ils sont allés au-delà même. Non, ils ne sont pas allés au-delà, ce n'est pas les mêmes orientations. Non, je peux avoir des prestiges pour ma société. Prestige, mais pas pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce qui est obligation, je dis qu'ils ont ça, même ils sont allés au-delà. Sur les 13, il y en a 2. Maintenant, sur les 9 récents, sur les 11 récents, il y a 3 qui ont fait croire à Codinome qu'ils importent, ils commercialisent la matière première, le fil machine. Alors que le fil machine, c'est ce que vous avez certifié, c'est ce produit que vous avez certifié. Alors qu'au fond, ils transforment ce produit-là en fer à béton qu'ils vendent. Monsieur Djambi, avez-vous des preuves déjà de tout ce que vous avancez? On a des éléments de preuves. Il y a la fiche ici, Codinome, que je peux lui remettre encore à nouveau. Mais ce tact-là, on utilise votre label, Non, je suis désolé, c'est pas un acte de... Oui. Laissez-moi expliquer. Allez-y. Laissez-moi expliquer. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? C'est ce que nous, on veut savoir. Pourquoi vous ne dénoncez pas ces faits? C'est manquement grave. Laissez-le s'exprimer. Cherchez à comprendre ce que nous expliquons, on va s'entendre. La Côte d'Ivoire est un État responsable. C'est ça. Le gouvernement ivoirien a mis en place 2 dispositifs de contrôle des produits en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les produits de construction. Il y a, dans le cas des importations, ce qui est appelé le VOC, le programme VOC, qui est un programme de vérification à l'embarquement pour toute marchandise en destination de la Côte d'Ivoire concernée par les normes d'application obligatoires. Et en interne, pour les fabrications locales, vous avez la marque nationale de conformité ivoirienne, qui est donc la certification locale obligatoire. Comment la certification locale obligatoire fonctionne? Un produit, le fer à béton qui est concerné, l'entreprise va solliciter, pour des besoins de conformité, va solliciter Codinome à l'effet de faire certifier son produit pour avoir le certificat. Et quand cette demande est faite, un auditeur qui n'est même pas un agent de Codinome, mais quelqu'un qui est réputé pour être compétent dans le domaine. Donc cet auditeur-là va signer un contrat avec Codinome, va être envoyé en qualité d'auditeur dans l'entreprise et faire ce qu'on appelle un audit. À la suite de cet audit-là, il y a un rapport qui est produit. Ça peut déboucher parfois même à des prélèvements pour des analyses au laboratoire. C'est sur la base donc, de ce rapport d'audit que la certification est donnée ou non. Il y a beaucoup qui ont sollicité mais qui ne sont pas aptes. Et donc on leur a fait un plan d'action pour se corriger et puis plus tard l'auditeur reviendra. Donc voilà le dispositif qui est là. À l'importation, donc les fils machines dont vous parlez font l'objet déjà du VOC, dans le cadre du VOC, d'une évaluation par 4 entreprises qui ont été commises par l'État de Côte d'Ivoire, Intertech, SGS, Brevetac et Ecotechna. Donc quand ces fils machines arrivent, la question que je pose, est-ce qu'il n'y a pas de transformation substantielle de ces fils machines? Qu'est-ce qui est fait? Donc celui qui certifie, il regarde, tant qu'il n'y a pas de... il certifie le niveau où il veut. Par contre, vous avez des fonderies. Les fonderies, ça c'est autre chose, parce qu'il y a donc tout un processus qui va impliquer des risques à tous les niveaux. Dans tous les cas, ceux qui ont été certifiés par Codinome, je vous mets au défi d'apporter la preuve que ces entreprises-là ne sont pas aptes à avoir cette certification. Parce que ne mélangeons pas les choses. Il y a ceux-là qui ne sont pas certifiés et qui ne veulent même pas rentrer dans le cadre juridique, se conformer, et il y a ceux-là qui sont... Aucune entreprise ne peut utiliser le label de Codinome à des fins. Si nous avons certifié des fils, nous savons pourquoi nous avons certifié des fils. Alors après, les réus qui sont faits là-dessus, est-ce que ça impacte forcément la qualité du produit? Donc, après, ne mélangeons pas tout. Monsieur Diaby, on est confronté à un problème d'absence de culture normative à tous les niveaux. Et nous essayons d'impliquer les entreprises. Et c'est là, je pense qu'il faut insister devant toute la nation, la responsabilité de ces entreprises, de ceux qui mettent sur le marché des produits qui ne sont pas conformes, est engagée. Aussi, dans le domaine des fers à béton, il faut le dire, lorsque un ouvrage nécessite qu'on utilise des fers de diamètre 16 et qu'un individu utilise des diamètres 12, on va incriminer le fer. Mais en réalité, ce n'est pas le fer. C'est la mise en œuvre qui a un problème. Une étude qui a été faite finalement, madame, qui a été faite par l'association Béton Québec au Canada, a montré que la phase donc, de conception, il y a dans les anomalies pour une trentaine de pourcents, la mise en œuvre, une cinquantaine de pourcents, la qualité des matériaux autour de 7%.
nous disons que la compétence des uns et des autres, c'est aussi des éléments dont il faut en tenir compte. Alors, à qui incombe finalement la responsabilité de la qualité des matériaux, de l'achat jusqu'à la pose? C'est-à-dire que quand il y a un immeuble qui s'est effondré, est-ce que vos investigations remontent jusqu'à où a été acheté le matériel? Au niveau du ministère de la Construction, non. Vous ne faites pas cette observation. Non. Qui s'en occupe? Le cabinet de conseil Est-ce que vous intervenez sur les effondrements d'immeubles, même si vous n'avez pas participé à la construction, et vous avez mené, vous aussi, des études sur les matériaux? Disons que le dernier cas qu'il y a eu, nous avons voulu en savoir davantage. Nous avons fait des essais sur le béton et puis les aciers. Mais c'est juste pour nous, pour comprendre. Mais qu'avez-vous constaté? Qu'est-ce que vous pouvez partager pour qu'on comprenne? Bon, ce que je peux dire, ce qu'on a fait comme essai n'était pas conforme aux normes. Ce n'était pas conforme. Et puis, on parle des matériaux, mais comme je dis aussi, il y a d'autres aspects. Je prends par exemple un porte-à-faux, un balcon qui est suspendu. Il y a une disposition des aciers qu'il faut faire. Si vous vous trompez, il y a sinistre. Là, vous parlez de la technicité. Vous parlez de l'aspect technique, mais là déjà... Pour dire aussi que le côté des études, c'est important. Parce qu'on parle de matériaux, mais il y a d'autres éléments. Imaginez aussi un bâtiment, un long bâtiment, à partir du moment où ce n'est pas centré, disons qu'il y a une excentricité, il peut avoir de gros risques d'effondrement. Alors, je vous propose d'aller sur les dérives administratives qui sont aussi importantes que les dérives techniques. Un élément de Sédou Ouattara et on revient juste après. Merci, monsieur le directeur. D'accord. C'est une mesure du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Désormais, en Côte d'Ivoire, les règles sur le permis de construire doivent être appliquées à la lettre. Les plans doivent être signés par un architecte. Et pour les immeubles de plus de 2 étages, le propriétaire doit aussi s'adjoindre les services d'un ingénieur conseil. Par ailleurs, le chantier doit être visé par un bureau de contrôle privé. Interrogé, Zudouamba Adams, architecte, nous donne de plus amples informations. L'acte bâtir est un acte administratif et non un acte qui peut stabiliser ou maintenir un bâtiment en stabilité. Pour qu'un bâtiment soit stable, il faut s'entourer de professionnels, notamment d'urbanistes, dans un certain projet d'envergure, l'architecte, le bureau d'ingénieur ou l'ingénieur conseil, et d'autres professionnels assermentés, à savoir les géotechniciens, tous ces aspects-là, pour prendre en compte la stabilité du bâtiment. Sinon, l'acte, le permis de construire, est mis en place pour la conformité des usagers, la conformité du cadre bâti. Le permis de construire à lui seul ne suffit pas pour empêcher les effondrements d'immeubles. En plus du permis de construire, les maîtres d'ouvrage doivent nécessairement prendre conscience de leurs responsabilités. Monsieur Hamon, vous êtes à nouveau de retour sur le plateau. Déjà, souhaitez-vous réagir aux propos tenus précédemment et aussi à l'élément de reportage? Bien, j'ai écouté tous ces différents échanges, mais je dois dire une chose. Respectons nos textes, respectons la réglementation. Elle est bonne, elle est bien étouffée en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Mais malheureusement, on ne va pas jusqu'au bout de nos textes. Et c'est ce qui entraîne, pour moi, une bonne partie du désordre auquel on assiste aujourd'hui. L'architecte a une mission complète. C'est-à-dire que s'il prend en charge sa responsabilité dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, il met en œuvre chacun des différents acteurs. Lorsqu'un ingénieur intervient, il a un rôle, une mission bien précise qui est connue dans le cadre des réalisations des différents ouvrages. Donc, lorsqu'on parlait tout à l'heure des matériaux et autres, lorsqu'un matériau va arriver sur un chantier, il va demander automatiquement l'avis de l'ingénieur, du bureau de normalisation des risques, et si ce n'est pas bon, c'est rejeté. Mais lorsqu'on n'a pas d'architecte, lorsqu'on n'a pas d'ingénieur sur un chantier, mais c'est ce qu'on assiste. Et c'est clair. Et aussi longtemps qu'on va continuer à rester dans ce format informel,
on va continuer à avoir toujours des effondrements d'immeubles. Quel jour on va commencer à appliquer nos textes disant que tout ouvrage réalisé doit faire l'objet d'un permis de construire? Mieux, il faut qu'on aille maintenant jusqu'au bout. Il y a le certificat de conformité. Et ce certificat de conformité, il doit avoir une véritable valeur. Aussi bien pour faire un raccordement au réseau électrique, on demande un certificat sécurel. Le certificat de sécurité doit permettre également aux futurs propriétaires, avant d'avoir accès à l'électricité ou à l'eau, rien que pour ces deux exemples précis, de présenter un certificat de conformité. S'il ne le présente pas, il ne pourra jamais mettre son ouvrage en exploitation. Donc, commençons par appliquer nos textes. Et au fur et à mesure, on va apporter des correctifs et les choses vont aller de mieux en mieux. Justement, sur les dérives administratives, hein, on l'a vu, ça concerne principalement les documents. Vous nous avez dit que sous 3 semaines, on pouvait obtenir un permis de construire. Le dossier est complet. Et quand un dossier est complet, ça signifie quoi? Ça veut dire que le dossier est conforme, parce qu'un dossier de permis de construire, il y a un certain nombre de pièces qu'il faut présenter. Voilà. Donc, est-ce que vous avez le certificat d'urbanisme? Est-ce que vous avez les visas extraits topo? Est-ce que le plan qui a été conçu par l'architecte respecte les normes d'assainissement, les normes d'hygiène, les normes d'urbanisme, etc., etc. Donc, c'est tout ça qui est regardé par la commission, qui est composée par un certain nombre d'experts. Donc, si la commission regarde que le dossier est bon, naturellement, en 3 semaines, vous avez votre permis de construire. Mais si le dossier n'est pas bon, il est motivé et rejeté. Voilà, pour que le maître d'ouvrage prenne en compte les différentes observations. En termes de sanctions pour les dérives administratives, vous trouvez qu'elles étaient insuffisantes? Qu'attendez-vous finalement qu'on fasse de plus? Nous attendons que les différentes structures étatiques agissent de façon efficace pour que les auteurs de l'ensemble de ces actes répondent de leurs actes, que des sanctions administratives tombent, que des personnes, par exemple, soient radiées ou suspendues. Radiées? Oui, radiées, parce que la faute quand même est assez grave. Quand j'entends les uns et les autres dire oui, on sait que ça existe, on est en train de préparer des choses et tout ça, alors que les mécanismes existent, ça traduit pour nous les complicités actives ou passives. Aujourd'hui, tout à l'heure, Codinome nous disait oui, on sait qu'il y en a des sociétés qui opèrent dans la clandestinité, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça démontre leur complicité active ou passive. Donc c'est pourquoi chacun ici est d'accord pour dire que les responsabilités sont partagées, mais nous estimons que ce sont des actions collectives qui vont dans un sens pour permettre à certaines personnes de s'enrichir, parmi lesquelles des corrompus. Donc c'est pourquoi en matière de répression administrative, on parle d'association de malfaiteurs. Donc la loi existe en la matière. Donc tous ceux qui sont responsables, le procureur de la République, n'est-ce pas, ou le juge d'instruction doit les convoquer tous, les auditionner et établir le fait d'une association de malfaiteurs afin que la loi s'applique pour faire cesser ces choses en Côte d'Ivoire. Dernière question avant de s'intéresser aux victimes et finalement leur vie après ces drames. Est-ce que lorsque quelqu'un était à l'origine d'un immeuble qui s'est effondré, vous nous fichez? C'est-à-dire que si je construis dans toute illégalité, j'ai été dénoncé, en tout cas vous avez des preuves comme quoi je construisais en toute illégalité, est-ce que vous allez faire une liste de personnes à surveiller, de plus près d'entreprises à surveiller, ou finalement dans 2 ans, l'année prochaine, je peux reprendre n'importe quelle activité de construction? Est-ce qu'il y a une liste, un fichage? Non, pour le moment, je dirais non, mais la réflexion peut être menée à ce niveau. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, madame, vous savez, ce qui arrive, nous tous, nous le déplorons. Pour qu'on puisse trouver des solutions durables, ce n'est pas l'affaire d'une seule administration. C'est l'affaire de l'ensemble des parties prenantes, y compris des maîtres d'ouvrage, des différents propriétaires qui construisent. Il faut que l'Ivoirien, pour ne pas le maître d'ouvrage, comprenne la nécessité de construire en respectant la réglementation. Parce que c'est vrai, nous, on va accroître notre potentialité vraiment de démolition des bâtiments. On va le faire. Je vous ai dit qu'en 2022, on a détruit 165 bâtiments. Peut-être cette année, on va faire le double, peut-être le triple. Nous allons continuer de démolir les bâtiments. Mais d'ici là, un bâtiment peut se fondre quelque part. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut qu'on arrive à une situation où la réglementation en matière de construction est respectée. Je vous ai dit, peut-être pour chuter, que tous les bâtiments qui sont effondrés sont les bâtiments dont les travaux ont été exécutés en toute illégalité. Parce qu'aucun professionnel ne va coller son image à un bâtiment qui s'effondre. Parce qu'il joue sa carrière politique, il joue sa survie, il joue son intégrité. Petit point sur les effondrements.
Les victimes qu'on va voir à l'instant, leur profil, c'est surtout des travailleurs, des ouvriers, ce sont des personnes qui habitaient ces immeubles? Oui, dans certains cas, ce sont les personnes qui habitent ces maisons, des locataires. Et dans d'autres cas, plusieurs cas, ce sont les ouvriers, c'est-à-dire les maisons en construction. Et leur âge? Leur âge pour les ouvriers varie de 21 à 35. Donc des jeunes gens. Des jeunes gens à la quête d'emploi. Le cas même qui m'a beaucoup édifié, c'est Angré, une jeune fille qui devait présenter son concours, est décédée sous les décombres. Et tout récemment, on a vu un étudiant aussi qui, pour des boulots de vacances, allait offrir ses services à Angré. Malheureusement, elle est décédée dans le dernier effondrement. Donc, c'est tous des jeunes gens. C'est la vie de certains jeunes, la relève de demain qu'on est en train de sacrifier, comme ça, sur l'auteur de l'incompétence et de la corruption. Justement, Sédou Ouattara est parti rendre visite à certaines des victimes. Quelles sont-elles devenues? Je vous propose de suivre cet élément. Après cet effondrement, nous avons fait main et pieds pour pouvoir croiser le propriétaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu le propriétaire. Jusqu'à présent, nos corps sont à la morgue. Nous n'avons pas les moyens. Le vieux, même en ce moment, il est en train de tout faire. Vendre ses terrains même pour pouvoir venir retirer son corps. En tout cas, on demande de l'aide au président de la République. Je suis l'oncle de l'une des victimes de l'effondrement qui a eu lieu à Angré. Et il faut dire que c'est une lourde perte pour nous. Mais surtout, après donc l'annonce de ce sinistre, nous avons tenté, tant bien que mal, de faire certaines démarches. Et aujourd'hui, véritablement, nous nous sentons un peu orphelins. Orphelins parce que, véritablement, le propriétaire du bâtiment qui s'est effondré, nous ne le connaissons même pas, il ne vient même pas à nous. Vous savez, en tant que chef de village, quand au village, vous frappez même l'enfant de votre voisin, il vient se présenter et faire des excuses. Mais jusque-là, on ne voit pas le propriétaire. Aussi, le gouvernement, quand même, on aurait souhaité qu'il se penche véritablement sur ce dossier. Bon, après l'effondrement, nous n'avons vu personne, aucune autorité. Donc nous avons pris l'engagement de faire certaines démarches, certaines courses pour que nous puissions voir ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, on n'a pas pu être entendu par qui que ce soit et vu par qui que ce soit. Bon, nous souhaiterions que l'État puisse, comme c'est un gouvernement et que nous sommes dans un pays de droit et de justice, nous souhaiterions que le gouvernement, l'État puisse nous venir en aide, tourner ses regards vers nous qui pleurons déjà. On vient de voir, ces victimes, en tout cas proches des victimes, se disent démunis face à la situation. J'aimerais qu'on revienne sur le cas d'Yamoussoukro, qui est peut-être assez lointain, qui date de 2018. Que s'est-il passé depuis, en 5 ans? Oui, en 5 ans, rien. Ni vérité, ni justice pour les victimes, ni l'assistance sociale. Encore moins des actions pour garantir les non-répétitions de ces incidents-là. Voici les conséquences depuis maintenant depuis cette période. Personne n'a été inquiété sur le plan juridique, personne n'a été arrêté, personne n'a été interpellé, personne n'a été emprisonné. Personne n'a été jugé et condamné. Personne n'a été sévèrement puni de façon administrative. Donc nous pensons que ce manque d'impunité, ce déficit d'impunité est à l'origine des regains des effondrements des bâtiments en Côte d'Ivoire. Mais M. Dabi, je pense que nous sommes sur un plateau, il faut faire attention à certains propos qu'on tient. Pour le bâtiment de Yamoussoukro qui s'est effondré, le directeur régional de la construction a été révoqué de ses fonctions. C'est la mesure qui a été prise le plus rapidement. Le maire d'ouvrage, apparemment qui est une dame, c'est ma souvenance bonne, a été mis aux arrêts. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de sanctions. Le propriétaire a été mis aux arrêts. Non, on parle de jugement et de condamnation. Bon, en fait, on demande les suites, en fait, après les effondrements. Oui, madame, j'ai pu le plus éloigner parce que ça nous donne du temps pour apprécier. Okay. Je vais vous répondre, madame. Il y a plusieurs entités qui interviennent. Il y a le ministère de la Construction, il y a le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il y a le ministère en charge des Affaires sociales, et puis il y a le ministère de la Justice. Donc les attributions, les différentes compétences, les différents champs sont répartis.
Donc chacun doit pouvoir jouer son rôle, faire sa mission. Donc vous, à votre niveau, vous avez fait ce qu'il fallait? On fait notre part. Maintenant, pour ce qui concerne les poursuites judiciaires, je pense qu'il faut se référer au ministère en charge de la Justice pour voir quelle est la suite qui a été donnée, puisque la dame a été arrêtée. Maintenant, quelle a été la suite? Elle a été condamnée à 5 ans, à 10 ans, ça je ne peux pas le dire. Voilà, donc il faut voir l'autorité compétente qui peut vous donner la bonne information. Mais dire qu'il n'y a pas de sanction, M. Dabi, je suis désolé, mais ce n'est pas sain de le dire. Monsieur, il n'y en a pas. Donnez-nous les preuves. Parce que, non, monsieur le directeur, je suis acteur de justice transitionnelle. Je vous dis, noir sur blanc, qu'il n'y a pas de sanctions. J'ai le sentiment que vous voulez... c'est ce que les parents des victimes demandent. Ont-ils droit à la justice et à la réparation? C'est un droit fondamental. Aucun dédommagement. Est-ce qu'ils ont été relogés? Prenons les cas récents. Personne n'est relogé? Personne n'est relogé. Personne n'est indemnisé? Le dernier incident, les parents aujourd'hui, les corps sont à la morgue. Même pour aller retirer les certificats médicaux, on leur demandait 85 000 francs sur 9 personnes. Ils ont remué ciel et terre. Je les ai envoyés même dans les structures étatiques en charge d'aider les personnes sur le plan social. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, ils sont obligés, comme la dame a dit, vendre leur terrain, vendre des choses, des biens, pour pouvoir aller retirer leur corps. Pour nous, c'est déplorable. C'est-à-dire que les gens sont indifférents face à la situation des victimes engendrées par ces effondrements de bâtiments. Ils ont besoin que leur dignité soit restaurée. Sommes-nous dans un état de droit, oui ou non? Est-ce que l'État a prévu des mécanismes pour qu'un citoyen demande justice et réparation? Pourquoi ça hérisse certaines personnes? Ça exprime pour nous leur complicité directe ou indirecte. Dernier mot. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on fait recours aux professionnels, il y a des assurances derrière pour toutes les réparations. L'architecte va contracter avec une assurance, le constructeur qui est l'entreprise va contracter avec une assurance. En général, le bâtiment ne s'écroule pas. Et même si d'aventure le bâtiment s'écroule, toutes ces assurances-là derrière vont prendre en charge les différentes réparations. Mais quand vous êtes dans une situation où les travaux du bâtiment ont été exécutés en toute illégalité, pas de permis de construire, pas de recours aux professionnels, aucune assurance, quand il y a un incident, qui prend les différentes réparations en compte? Voilà la réalité. C'est pour ça que, M. Dabi, vous êtes le patron des victimes, mais aussi, il faut nous aider dans la communication, dans la sensibilisation que nous faisons. Parce que si la réglementation est respectée, il n'y aura pas d'effondrement. Je vous ai dit que tous les bâtiments qui s'effondrent sont des bâtiments qui sont dans l'illégalité. Il n'y a aucun professionnel. La réglementation dit quoi? La réglementation vous demande simplement de contracter un minimum avec un architecte. Le jour où il y a un incident, c'est l'architecte qui va répondre. Mais faites-le. Mais celui qui ne le fait pas, il est hors la loi. Mais c'est quoi Oui, mais justement, c'est ce que nous on demande. Mais puisqu'ils sont associés, celui qui ne veut pas faire son permis de conduire, celui qui fabrique le fer à béton hors norme de qualité, et celui qui n'est pas qualifié pour construire. Mais c'est une association de malfaiteurs qui doit répondre de leurs actes devant la justice. C'est tout ce que nous on demande pour mettre fin à ces choses. Monsieur Diaby, les propriétaires incriminés sont en prison. Bon. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, référez-vous au ministère. Monsieur, on doit clore ce débat. Vraiment, je suis désolée. On voulait en tout cas penser aux victimes, à leurs proches, en leur permettant de passer leur message aux autorités compétentes. Merci à tous de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Merci à vous.